Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que chacune et chacun d'entre vous se porte bien. Pendant la crise du coronavirus, le premier confinement a eu pour conséquence une explosion inattendue du travail à distance et en corollaire un changement profond de fonctionnement des organisations, qu'elles soient privées ou publiques. Tout le monde s'y est mis parce que personne n'avait le choix de faire autrement. Les outils numériques ont montré qu'ils étaient indispensables et ont fait entrevoir qu'il était possible de fonctionner différemment, voire encore mieux qu'avant. Le monde d'après le confinement ne sera plus jamais celui d'avant le 17 mars. La nécessité a accéléré la transformation numérique qui était déjà en cours. De là, on peut alors se poser 3 questions. Qu'est-ce donc que la transformation numérique? Que peut-on dire de ses impacts dans le recrutement? Et enfin, comment est-ce que le groupe IGS répondit-il à tout cela? Eh bien, l'objet de ce webinaire est évidemment de répondre à ces 3 questions. Et pour cela, nous avons 5 invités de qualité que je vais tout de suite vous présenter. Tout d'abord, Sylvie Aulic, directrice de l'école IPI, Institut Polyinformatique. Ensuite, Caroline Garnier, directrice des ressources humaines de SAP France. Bonjour. Jean-Christophe Beau, directeur de l'ESIN, École supérieure de l'intelligence numérique. Bonsoir. Jacques-André Finch-Lumberger, spécialiste de la transformation numérique et des blockchains, mais aussi chercheur et entrepreneur indépendant. Bonsoir. Et enfin, Philippe Dornbusch, manager RH et responsable de la qualité de vie au travail au Crédit Agricole Île-de-France. Bonsoir. Merci à tous d'être là avec nous ce soir. Donc on va commencer par la première question et je vais m'adresser à vous, Jean-Christophe Beau. Qu'est-ce donc que la transformation numérique ? Merci. Alors je dirais que la transformation numérique, terme d'ailleurs qui remonte à l'année 2014, consiste pour une organisation quelle qu'elle soit, hein, ça peut être une petite, une moyenne, une grande entreprise, comme cela peut être une petite, une moyenne, une grande administration, à intégrer pleinement les technologies et les usages numériques du moment dans l'ensemble de ses activités, c'est-à-dire de ses métiers. Cela évidemment dans le but d'être plus efficiente. On pourrait ajouter à cela que la transition numérique, ça revient à être une mutation obligée puisqu'il s'agit pour toutes ces entreprises, toutes ces organisations, de s'adapter de façon nécessaire et continue à un monde qui est aujourd'hui ce qui n'était pas il y a 5 ans, tout le monde le sait, et dont on ne sait ce qu'il sera dans 10 ans. Alors comme cela touche tous les secteurs, de la banque au transport, en passant par la santé, le luxe, le retail, l'énergie, les services publics, vous comprendrez aisément que cette transformation numérique est un bouleversement puissant, car profond et durable. Retenons par exemple quelques chiffres. En 2019, 5 entreprises du numérique ont réalisé un chiffre d'affaires cumulé équivalent à 30% du PIB de la France. Vous avez deviné de quelles entreprises je voulais parler. Et je pense qu'en 2020, elles feront l'équivalent de 42%. Donc le numérique, c'est vraiment extrêmement puissant. Alors cette transformation se traduit comment dans les faits? On va dire de 2 manières, extrêmement simples. La première, c'est la numérisation. Alors il y a la numérisation d'un grand nombre de nos activités quotidiennes. Je me demande comment on faisait encore il y a 5 ans. La numérisation d'une foule incroyable de tâches administratives qui nous font gagner un temps fou. La numérisation des données, avec les grands enjeux que cela engendre, en vue de leur traitement, de leurs échanges ou de leur archivage déjà. La modification des comportements, la preuve, là, nous organisons une réunion à distance. Nous travaillons à distance depuis le premier confinement et nous recommençons avec ce deuxième confinement. Les changements dans les chaînes de production et distribution qu'on appelle les blockchains. Je dirais la 5e chose, la modification des modes de consommation et des usages, accentués depuis le mois de mars via les achats en ligne, l'apparition de nouveaux objets connectés, etc., etc. Voilà. Donc toute cette transformation numérique, je dirais, elle est portée par les ESN, ce qu'on appelle les entreprises de services du numérique, mais va affecter toutes les entreprises des autres secteurs, car celles-ci auront un pont à franchir extrêmement important. Il faut avoir à l'esprit qu'une entreprise qui se numérise a son chiffre d'affaires qui peut faire x2, x3, ce qui était assez important. Voilà pour une réponse assez courte, si je puis me permettre, Nicole Nemer.
Merci beaucoup. Donc, les entreprises sont obligées de s'adapter et de procéder à cette transformation numérique. Ça va forcément engendrer de nouveaux métiers, la création de nouveaux emplois. Quels sont-ils? La question est posée à Sylvie Olic, à tout le monde. Sylvie Olic, Monsieur Beau, Alors, allez-y, continuez. ouais, de manière très courte, hein, effectivement, dans le numérique, il y a à peu près 200 ou 300 appellations de métiers différents, et l'on a coutume de dire que les métiers de 2030 dans ce secteur-là n'existent toujours pas, et que aussi, parallèlement à cela, il y a un métier nouveau par mois. Il y a les métiers classiques habituels dans le numérique, bien sûr, tels que pour la partie technique, tout ce qui est développeur front, back, full stack, directeur technique, ingénieur digital. Il y a ceux qui sont plutôt sur une connotation design, comme UX designer, UI designer, enfin toute une famille. Il y a ceux qui ont plutôt une connotation, une couleur marketing, les account managers, les consultants SEO, etc., les consultants analytics. Et puis, il y a tous ces métiers qui sont en train d'apparaître, mais ne citer que ces métiers-là, ce serait faire une erreur, parce que, comme je vous l'ai dit, il y en a un nouveau par mois. Disons quelques métiers qui ont tendance à émerger aujourd'hui, c'est les data scientists, ce sont les experts en gestion et analyse de données massives, les ingénieurs en cloud computing qui sont en charge du déploiement, du stockage, de la gestion des données sur des serveurs situés hors des entreprises, les experts en cybersécurité, mais je pense que Sylvie Olic pourra en dire bien plus que moi, les ingénieurs en intelligence artificielle et bientôt, évidemment, les experts en ingénierie de l'intelligence numérique. Voilà pour quelques métiers que l'on pourrait citer. Oui, non, la réponse de Jean-Christophe était très complète, effectivement, et bien entendu, on parle toujours de nouveaux métiers, mais surtout de transformation de métiers. Aujourd'hui, sur le web, sur la toile, vous pouvez avoir des libellés de postes, de fonctions très différents en fonction des entreprises. Donc, les domaines, les technologies changent, donc les métiers, en fait, voilà, évoluent dans ces nouveaux domaines. On parle beaucoup en ce moment de tout ce qui concerne l'intelligence artificielle. Donc, on peut avoir effectivement des gens qui sont amenés à piloter des projets, donc des postes de consultants en IA, chef de projet IA également. Et puis, il va y avoir aussi, toujours dans ce domaine de l'intelligence artificielle, des gens qui seront beaucoup plus experts techniques. Donc, on voit bien que dans un domaine émergent, dans le domaine des data, de la même façon, on va avoir en fait différentes strates avec des métiers qui existent aujourd'hui, qui vont devoir évoluer avec soit des apports ou des comportements différents, mais qui nous obligent aujourd'hui à se remettre en cause, à capitaliser sur ce que nous avons déjà en termes de filière d'études, d'expérience, et à être toujours en mouvement pour privilégier, en tout cas préserver son employabilité. Voilà. Merci beaucoup. Je vais revenir sur ce que Jean-Christophe disait un peu plus tôt. Il a évoqué rapidement les blockchains. Donc là, je vais m'adresser directement au spécialiste, Jacques André. En quoi est-ce que les blockchains ont-elles un impact direct sur les organisations des entreprises et ensuite sur le recrutement? Alors, merci Nicole. Effectivement, je vais vous parler de l'impact du numérique sur les organisations et tout particulièrement de l'impact depuis 2008 du Bitcoin et des blockchains sur les entreprises. Alors, de manière très schématique, on pourrait dire que le numérique, c'est l'avènement du copier-coller. Si en chimie, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, hein, merci Lavoisier, en informatique, tout se copie. Et c'est d'ailleurs le fondement même des technologies de l'information et de la communication. Quand vous envoyez un mail ou un SMS, vous conservez le mail dans votre ordinateur ou votre smartphone et il est copié sur le terminal du destinataire. Quand vous consultez une page web, votre navigateur affiche un contenu qui est stocké sur un serveur et qui est ensuite copié sur votre écran. On parle d'ailleurs, depuis l'avènement du numérique, de société de l'information. L'expression du vice-président des États-Unis, Al Gore, en 1995, en est le symbole quand il utilise la métaphore des autoroutes de l'information. Or, depuis 2008 et l'invention du Bitcoin,
pour la première fois depuis la naissance de l'informatique, le protocole Bitcoin a réussi à créer un bien numérique non reproductible. Autrement dit, il est aujourd'hui possible d'envoyer une information de votre ordinateur vers un autre ordinateur sans qu'elle ne soit copiée, en faisant en sorte qu'elle soit effectivement déplacée, cette information. Donc, comme elle est unique, elle peut être associée à de la valeur, de l'argent, c'est une transaction. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pour reprendre la métaphore d'Al Gore, si l'on pouvait parler des autoroutes de l'information depuis l'invention d'Internet et de ses services, comme le mail, le web, etc., on pourrait parler depuis des autres. Pourquoi, comment, quelles sont les conséquences sur les entreprises? C'est ce que je vais tenter de vous expliquer en si peu de temps. Alors, avant tout, peut-être commencer par une définition. Qu'est-ce qu'une blockchain? Une blockchain, c'est un protocole open source pour les blockchains publiques qui, au moyen de la cryptographie, permettent de tenir un registre des transactions validé par consensus et stocké sous la forme d'un registre distribué entre ses utilisateurs. Ce registre, il est sécurisé, il est transparent, il est inviolable et personne aujourd'hui a jamais réussi à hacker une blockchain publique. Des smart contracts, oui, mais pas une blockchain publique. Donc, littéralement, une blockchain permet à deux personnes connectées à Internet d'échanger de la valeur sans passer par un intermédiaire. De manière encore plus simple, pour ceux pour qui ça pourrait rester encore un peu brumeux, la seule manière aujourd'hui d'échanger de l'argent sans passer par un intermédiaire, c'est de s'échanger de l'argent de la main à la main, c'est de s'échanger de l'argent liquide. Et bien voilà, vous avez compris ce que c'est que le Bitcoin. Le Bitcoin a créé de l'argent liquide numérique, du cash électronique. Plus besoin d'un intermédiaire, d'une banque, d'un opérateur de paiement pour s'échanger de la valeur entre particuliers et bien évidemment entre entreprises. Donc en résumé, une blockchain, c'est un grand livre des comptes public et infalsifiable. Donc l'impact des blockchains sur les organisations est aussi disruptif que l'impact d'Internet sur les entreprises. On parle ainsi d'argent programmable, notamment avec la notion de smart contract, qui est un type de contrat informatique qui est répliqué sur tous les nœuds d'une blockchain et qui devient sécurisé, transparent. Par exemple, dans le cadre d'une assurance paramétrique, si un agriculteur souscrit un contrat d'assurance pour se prémunir du gel, sous la forme d'un smart contract, s'il gèle, il est effectivement remboursé. Si vous vous assurez contre le retard du vol de votre avion, si votre avion est effectivement en retard, vous êtes immédiatement remboursé. Pas besoin d'appeler notre line, envoyer votre billet d'avion et attendre d'être remboursé. Alors, c'est des exemples très simples. On va voir un smart contract un peu plus complexe après. Alors, à quoi ça sert ces histoires de blockchain? Trois grands usages. Le premier, vous l'aurez compris, c'est le transfert d'actifs. Transfert d'actifs, ça peut concerner de l'argent, des monnaies électroniques, mais ça peut être aussi des titres, des actions, des obligations. Pour prendre un exemple, le marché du transfert d'argent entre particuliers, c'est, selon la Banque mondiale, à peu près 650 milliards de dollars par an. Les acteurs de transfert, comme Western Union, prennent en général quelques 10% de commission sur chaque transaction, et encore plus lorsque les transferts concernent l'Afrique. Alors qu'un transfert d'argent via un intermédiaire peut coûter jusqu'à 10% de frais et prendre plusieurs jours, un transfert d'argent via une blockchain, comme le réseau Stellar par exemple, prend quelques secondes et coûte quelques centimes, indépendamment de la transaction. Les blockchains, en tout cas dans le domaine du transfert d'argent, sont tellement disruptives que les acteurs qui ont été les premiers à critiquer le Bitcoin quand il est arrivé sur le marché, les banques, sont aujourd'hui les premières à utiliser ces technologies car elles vont pouvoir économiser des milliards de dollars par an pour tous les échanges qu'elles effectuent entre elles. Donc ça, c'est le premier usage, c'est le transfert d'actifs. Le deuxième usage, c'est la tenue d'un registre garant d'intégrité, comme par exemple l'établissement d'un cadastre ou même la certification de diplôme. Un diplôme, pourrait être une inscription dans une blockchain. L'étudiant aura une adresse publique
permettant à quiconque de vérifier la véracité de son diplôme. Donc, ce sera extrêmement compliqué de falsifier un tel registre qui redate par ordre chronologique l'ensemble des diplômes émis par l'école. Et ce sera très simple pour une entreprise de vérifier dans ce même registre si un candidat a bel et bien été diplômé de la dite école. Et le troisième usage, c'est l'exécution automatique de programmes autonomes, donc appelés smart contracts. Et là, je vais vous donner un exemple très concret qui en mêle transfert d'argent et smart contracts et qui se passe en Afrique. Le projet a été monté par une start-up anglaise et ils se sont aperçus que le principal obstacle au déploiement de l'énergie solaire en Afrique, c'est le manque de financement des entreprises et des organisations. Donc, partant de ce constat, un Anglais a monté une plateforme basée sur une blockchain qui s'appelle The Sun Exchange et qui met en relation des investisseurs, que ce soit des particuliers ou des entreprises, avec les bénéficiaires d'installations solaires dans les zones rurales d'Afrique du Sud. N'importe qui, vous, moi, une entreprise, peut acheter en ligne sur cette plateforme de crowdfunding, finalement, des cellules de panneaux solaires, je crois que c'est quelques dollars la cellule de panneaux solaires, et la louer à des entreprises, des hôpitaux, des écoles et d'autres organisations basées en Afrique. Vous serez rémunéré, lorsque vous participez à ce financement, 10% par an sur des contrats de 20 ans. Donc l'entreprise, sur place, bénéficie de l'installation de panneaux solaires qui sont installés par une entreprise locale, et une fois les panneaux installés, elle va payer son électricité, en général 20% moins cher que le coût moyen de l'électricité locale, et surtout, elle paye une énergie propre. Vous, qui avez participé à l'achat du panneau solaire, à la vente du panneau solaire, vous allez recevoir tous les mois un loyer correspondant exactement à votre investissement. Toutes les transactions, la génération de l'électricité à partir des panneaux solaires et les transactions sont sécurisées à travers une blockchain et des smart contracts, et les paiements transfrontaliers se font en crypto-monnaie ou en monnaie classique pour des coûts extrêmement faibles. Il n'y a plus d'intermédiaire entre vous, investisseurs, et les bénéficiaires de l'installation qui paient leur électricité comme auparavant. Et mieux, si jamais la plateforme The Sun Exchange disparaît pour X raisons, parce qu'elle a été développée et adossée à une blockchain publique, vous continuerez de percevoir vos loyers. Donc voilà dans les trois grands usages dont les entreprises vont progressivement s'emparer dans les années à venir. Donc vous vous rendez bien compte que les entreprises vont devoir profondément renouveler leur manière de travailler, de vendre, d'acheter. Le fonctionnement de nos sociétés modernes repose aujourd'hui essentiellement, très largement, on va dire, sur des intermédiaires ou sur la centralisation de l'information, dont l'objet principal est de jouer le rôle de tiers de confiance. Banque, notaire, fichier des cartes grises, diplôme, cadastre, etc. Donc ces tiers de confiance et ces registres centralisés existent pour sécuriser la validité des transactions et assurer la confiance entre les acteurs économiques et sociaux. La complexification croissante de nos sociétés entraîne parfois des défaillances des tiers de confiance. Manque de transparence, inégalité des accès, manque d'intégrité lié à l'aléa humain, fraude, favoritisme, corruption. Les blockchains vont donc apporter une contribution nouvelle en inscrivant au sein même de leur modèle des principes de validation, de transparence et de sécurité des transactions sans qu'un tiers de confiance n'en ait plus la charge. Alors, l'impact sur les organisations, les entreprises sont profondément impactées par le numérique. Jean-Christophe en parlait tout à l'heure, depuis la création d'Internet, le développement du web, le développement des smartphones, des applications, de l'Internet des objets. Mais aujourd'hui, elles adaptent leur ancien modèle avec les outils du nouveau monde, le numérique. Je pense qu'elles n'ont pas encore embrassé le numérique et sa quintessence autour du logiciel libre, de l'open source, de l'argent programmable, des échanges décentralisés. Donc la transition entre l'Internet de l'information et l'Internet de la valeur. Alors, les étudiants d'aujourd'hui qui vont être diplômés demain devront avant tout développer une qualité, c'est celle de l'adaptabilité.
et en corollaire, une incroyable culture numérique. Dans un monde en transformation, rien ne se passe jamais comme prévu. Et pour être armé face à une imprévisibilité, mieux vaut en avoir conscience, être curieux, se remettre en question, s'informer, se former, faire, entreprendre à son échelle, que ce soit dans le département d'une entreprise ou à son compte. Et finalement, c'est un peu les mêmes défis que les entreprises aujourd'hui doivent relever. Être curieuse, se remettre en question, s'informer, se former, faire et entreprendre. Donc, fondamentalement, la transformation numérique consiste non pas à simplement utiliser des nouvelles technologies, des nouveaux logiciels, mais à modifier la manière dont les individus collaborent au sein d'une équipe et la manière dont les entreprises vont faire des affaires entre elles. Les blockchains, je pense, vont renouveler en profondeur la manière dont les entreprises vont travailler en interne et en interaction avec les autres. Et l'on dit de cette nouvelle classe de technologies qu'elles sont une technologie du consensus et qu'elles distribuent la confiance à travers le réseau. On parle d'ailleurs de coopétition. C'est un mélange entre compétition et coopération qui est induite par ces nouvelles gouvernances et la transparence apportée par ces registres distribués de type blockchain. Voilà, c'était ma modeste contribution à l'impact des blockchains sur la transformation des organisations. Et si le sujet vous intéresse, je vous invite à télécharger le livre blanc Blockchain et développement durable sur blockchainforgood.fr et vous pouvez me contacter à ce sujet. Merci. Merci beaucoup, Jacques-André. Étant donné que Caroline Garnier et Philippe Dornbusch occupent des postes directement dans les ressources humaines, peut-être est-ce que vous pouvez nous apporter des informations ou un point de vue plus interne, j'ai envie de dire, en rapport avec cette évolution dans le recrutement des entreprises. Caroline, si vous voulez. Oui, je peux démarrer, effectivement. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, comme l'indiquait Nicole, moi, je suis DRH pour SAP. Donc, peut-être que je peux vous donner déjà mon expérience et effectivement partager avec vous mon expérience au sein d'SAP. Alors, SAP, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une entreprise qui est allemande, qui est leader sur le marché des applications et des solutions logicielles pour les entreprises. Donc, vous voyez qu'on est en plein dans le domaine du numérique et de l'high-tech. On a 100 000 salariés au niveau mondial, 2500 en France, et on retrouve au sein de notre entreprise beaucoup de métiers dans le domaine de la R&D notamment, j'y reviendrai, dans la vente évidemment, tout ce qui est avant-vente également, service, consulting, conseil, et puis toutes les fonctions qu'on appelle support, donc à savoir marketing, finance, communication, RH, legal, etc. Donc notre objectif au sein des SAP, l'objectif de l'entreprise, c'est vraiment d'accompagner nos entreprises qui sont clients, donc c'est une entreprise de B2B, pas de B2C, dans leur transformation digitale et notamment dans l'accélération, dans l'adoption du cloud. Donc avec la crise actuelle sanitaire, on voit qu'il y a des difficultés qui ont été rencontrées pendant le confinement au sein des entreprises. Donc ça, effectivement, comme le disait au démarrage Jean-Christophe, accéléré cette transformation numérique, même si évidemment toutes les entreprises n'avancent pas, je dirais, toutes à la même vitesse. C'est vraiment, alors c'est d'une part une solution d'urgence pour pallier en ce moment à la crise sanitaire, mais c'est également un investissement pour le futur. Nous, on travaille avec toutes les industries, donc l'énergie, le retail, les banques assurances, les usines, la partie transport, et toutes ces industries-là, en fait, se digitalisent, donc plus ou moins rapidement, mais quand même de plus en plus rapidement. Vous voyez, les banques et assurances sont complètement digitalisées, le commerce en ligne, la partie transport également. Vous achetez tout sur Internet. On propose aussi des solutions dans tout ce qui est, par exemple, logiciel de notes de frais, supply chain, donc toute la chaîne de production est numérisée. On a aussi des solutions qui mettent en relation des fournisseurs clients, donc qu'on a mis à disposition notamment dans le Covid pour s'assurer que notre plateforme gratuitement puisse mettre en relation les fournisseurs et des entreprises qui avaient besoin d'expédier leurs marchandises, notamment de première nécessité. Donc, vous voyez un petit peu les domaines. On a également un domaine qui est lié à l'expérience client ou employé. Donc, ce sont des applications qui permettent de créer des enquêtes
à l'intention des salariés. Donc ça, vous me direz, c'est pas très nouveau, mais ce sont des enquêtes que je qualifierais d'intelligentes, puisque au-delà de la data, je dirais quantitative, il y a aussi beaucoup de qualitatif de fait avec des solutions qui sont proposées. Donc vous avez des résultats dans des temps records avec des solutions proposées. Donc là, je pense que vous avez un bel avenir devant vous parce qu'on est dans un domaine où effectivement il y a un certain nombre de pénuries. On forme d'ailleurs actuellement on a un programme de formation à l'attention des chercheurs d'emploi sur les solutions SAP parce qu'il y a des pénuries. On travaille beaucoup aussi avec des partenaires type Capgemini, Accenture, EY, etc. Et beaucoup, donc on a au-delà de l'écosystème, enfin des SAP, tout l'écosystème qui propose des emplois, qui recherche des consultants ou autres sur des solutions SAP. Donc moi, depuis que j'ai commencé à travailler, parce que j'ai toujours travaillé dans le domaine de l'high-tech, j'ai vu beaucoup effectivement d'évolution en termes de métier. Donc ça fait à peu près 20 ans que je travaille dans le domaine des RH. Et là, actuellement, alors dans une entreprise comme SAP, on recherche alors des profils qui sont spécialisés, alors par exemple dans la cybersécurité, dans le big data, dans le machine learning, dans l'immobilité aussi, donc dans tout ce qui est, je dirais, voiture électrique en fait, dans tout, par exemple les data scientists, des experts dans le développement, le digital marketing bien sûr, qui est à l'heure du confinement encore plus d'actualité. Évidemment, tout ce qui est expertise en infrastructure, système réseau. On cherche aussi des traducteurs pour les logiciels, également des experts ergonomes en logiciel. Donc, on a vraiment tous ces domaines-là et tout ce qui est autour de l'analyse, de l'analytique, je dirais, avancée pour faire à la fois du reporting et du prédictif et l'intelligence artificielle. Donc, on a aussi une structure qui s'occupe de créer ce qu'on appelle des conversations intelligentes via des chatbots, notamment dans le domaine RH d'ailleurs, et qu'on expérimente aussi en interne. Donc pour revenir à ce que disait Jacques André, je partage tout à fait le point sur lequel, au-delà des compétences techniques, numériques qu'il convient d'avoir actuellement, ce que l'on aime bien, nous, comme profil, en tout cas, dans notre entreprise, c'est effectivement des profils adaptables parce qu'on voit qu'on se réinvente, je dirais, tous les jours et dans des sociétés comme SAP, ce sont des sociétés qui bougent très, très vite. Donc, l'adaptabilité est clé chez nos salariés. Une envie d'apprendre. Et donc, nous, on a quand même des salariés qui ont de beaux diplômes et pour autant, ils continuent à se former. Donc, que ce soit sur, évidemment, les applications, mais aussi sur la gestion de projet, voilà, vous pouvez être en RH et vous former sur du data analytique, par exemple. Ce qu'on aime bien aussi, c'est la partie créativité et innovation. Et puis, un incontournable, c'est l'esprit d'équipe. Voilà, je dirais, au-delà des compétences, les profils qu'on recherche. Alors, peut-être un petit mot maintenant sur l'impact du numérique sur notre fonctionnement en termes de recrutement. Alors, on procède beaucoup par recrutement, je dirais. Alors, on a des offres d'emploi qu'on diffuse via des canaux qui publient, je dirais, sur beaucoup de réseaux de réseaux, parce que c'est principalement du réseau, les offres disponibles. On utilise également beaucoup LinkedIn, donc on fait du sourcing directement sur LinkedIn, ça marche très très bien. Un point qui est beaucoup moins digital, mais qui marche très bien aussi au sein de notre entreprise, c'est la cooptation, c'est-à-dire des salariés qui proposent d'autres personnes et qui finalement se portent un petit peu garant de ces nouvelles recrues. Donc, on est très attaché également, je dirais, à l'expérience du candidat et plus tard de nos salariés. Et donc, on partage effectivement avec eux, ce qu'on recherche, c'est à créer avec le candidat ou nos salariés une expérience qui est similaire à celle qu'ils connaissent dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire justement, vous avez une information en temps réel et la possibilité de converser, d'avoir des réponses à vos questions, etc. très rapidement, notamment via des chatbots.
Voilà. Ensuite, on utilise aussi un logiciel qui nous organise directement les rendez-vous dans les agendas, donc qui s'appelle Alex. Et ça marche là aussi très très bien. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, la partie chatbot, effectivement, qui permet voilà, de converser avec les candidats et de donner un premier niveau de réponse. On utilise également de l'intelligence artificielle, notamment pour réduire les biais dans le recrutement. Donc, pour s'assurer, effectivement, parce qu'on c'est fait, je dirais, par un être humain, on peut avoir des biais sans en être conscient, effectivement, et donc nos logiciels nous permettent justement d'effacer ces biais inconscients et d'avoir vraiment, je dirais, une adéquation très objective entre les différents profils. Donc voilà, alors après, je dirais que tout ce qui est numérique a une grosse incidence sur l'activité RH dans le recrutement, mais au-delà du recrutement. Ça nous permet vraiment de gagner du temps, d'avoir aussi des informations. Donc au lieu de passer notre temps à faire des rapports divers et variés comme on faisait il y a encore 15 ans, maintenant on a des rapports tout faits et on a même, je dirais, une analyse de ces rapports-là qui nous permet de prendre des décisions, d'anticiper sur des phases vraiment objectives. Par exemple, nous, on a des logiciels qui nous permettent de dire, ben voilà, telle personne à horizon de X mois est à risque sur son poste. Donc tout ça, c'est de l'intelligence artificielle. C'est des logiciels qui apprennent en fait des cas d'usage qu'on a eu par le passé et qui disent, ben voilà, au bout de 2, 3, 5 ans dans un poste, dans ce type de poste-là, la personne a envie de faire autre chose ou il est à risque. Et on a à ce moment-là un mécanisme qui nous propose les personnes qui ont un profil similaire ou en tout cas qui peuvent évoluer sur ce type de poste avec le parcours de formation associé pour prendre ce type de poste. Donc ça, c'est un exemple de ce qu'on peut faire en entreprise avec tout ce qui est IA et Big Data. Et on a également, par exemple, un logiciel qui prévient, qui prend soin, je dirais, de nos managers, par exemple, donc qui dit attention, donc qui fait une analyse notamment de l'envoi des mails, etc., qui dit attention, tu travailles trop tard, attention, tu n'accordes pas assez de temps à ce junior-là, etc., etc. Donc on peut faire quand même de belles choses en la matière. Et un dernier exemple aussi sur plutôt la légalité entre hommes et femmes, en l'occurrence, on a un logiciel qui nous prévient si on a des gaps salariaux qui peuvent être constatés voilà, entre les différents sexes. Donc voilà ce que je peux partager avec vous, puis je répondrai avec plaisir à vos questions par la suite. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Philippe Dornbusch veut ajouter quelque chose à toute cette explication. Oui, je veux juste rajouter quelques éléments qui sont propres au secteur bancaire que je représente ici en tant que manager du Crédit Agricole d'Île-de-France. Je vais être assez court parce que beaucoup de choses ont été dites, mais en fait vous imaginez simplement donc voilà, sur l'Île-de-France 270 agences réparties. Vous êtes probablement rentré dans une de nos agences un jour. Vous verrez déjà voilà, toute cette transformation digitale qui est bien à l'œuvre dans le secteur bancaire, chez nous notamment, où le client peut démarrer une opération de chez lui et puis la finaliser en agence avec un conseiller. Alors en matière de RH, puisque je suis sur un poste RH, ce que je peux apporter comme témoignage, c'est qu'aujourd'hui, on recherche en fait des postes de conseillers commerciaux, de conseillers généralistes ou des conseillers professionnels ou patrimoniaux pour servir au mieux nos clients. Nos clients, en fait, c'est 1 500 000 personnes et entreprises. Alors, ça va du particulier, bien sûr, en passant par le professionnel, le profession libérale, le commerçant, et puis ça arrive jusqu'aux entreprises. Et on a la chance d'avoir 39 des 40 plus grandes entreprises françaises, les entreprises du CAC 40. Et donc on cherche en fait, on a tiré profit de la transformation digitale en fait pour revoir notre processus de recrutement et gérer au mieux les candidats. Alors il faut savoir qu'en fait une banque comme le Crédit Agricole reçoit des centaines et des milliers de CV. Et alors comment on fait? Je vais vous le dire en quelques mots et comment la transformation digitale nous y a aidés. En fait, on s'est doté d'un système de
un ATS, en fait, un système de gestion automatisée des candidatures. Alors quand vous, candidats potentiels qui nous écoutez, vous déposez votre CV sur une plateforme du Crédit Agricole ou sur un job board, je citerai Monster par exemple, en fait, on ne va pas analyser tout de suite le CV comme on le faisait avant. En fait, vous allez recevoir immédiatement un lien vers un test, et ce test gamifié, il permet de mesurer ce qu'on appelle les soft skills, ces compétences en fait qui ne sont pas techniques, mais comportementales, et c'est ces compétences qui font souvent la différence. Autant la technique peut s'apprendre, autant ces compétences sont un peu innées. Et c'est là où, en fait, la subtilité du jeu pour le recruteur de la RH, c'est d'avoir, en fait, dans une masse de CV, les pépites, les gens qui viennent chez nous parce qu'ils ont un sens profond du service client. Ils ont une adaptabilité forte, je l'ai entendu déjà. C'est-à-dire qu'avec les changements qu'on vit tous les jours dans notre société, avec tout ce qui nous arrive, savoir tout de suite réagir et on va tester par gamification les quelques compétences sur lesquelles on veut se positionner. On veut que nos conseillers soient à l'aise et puissent servir au mieux nos clients. Parce que finalement, notre finalité, c'est de servir au mieux nos clients. Et puis, au-delà de ce test de gamification, quand le candidat est arrivé en fait à nous montrer qu'il a ses compétences, alors cette fois, le recruteur consulte les CV. Il fait son travail de sélection et puis dans un deuxième temps, on va avoir une autre étape pour les candidats, c'est on va demander aux candidats aujourd'hui de se filmer avec leur smartphone et se présenter. Et nous présenter simplement leur motivation. Deuxième étape, ces vidéos sont envoyées sur notre plateforme, Visio Talent, et puis on va analyser et on va retenir un certain nombre de candidats qui seront reçus au final par nos recruteurs en entretien. Aujourd'hui, entretien à distance, mais peu importe le moyen distanciel, présentiel, on va avoir le même déroulé habituel. Et en fait, cette digitalisation, cette transformation digitale, qui est générale dans la banque, dans les assurances, puisqu'on représente ces deux métiers, en fait, nous a aidé à sourcer au mieux tous les talents. Voilà. Donc, quelques mots pour vous dire, voilà l'apport de la transformation digitale dans le domaine des RH. Merci beaucoup. Alors, on a évoqué très succinctement tout à l'heure le gap salarial entre les différents sexes. Donc, je vais aborder la question de la féminisation du secteur, mais je vais la poser à Sylvie Aulic. Est-ce que vous voyez entrer davantage de jeunes femmes à l'IPI, sachant que malheureusement encore aujourd'hui, c'est un secteur qui reste majoritairement masculin et qui continue de faire débat? Votre micro est désactivé, je crois, Sylvie. Voilà. Effectivement, c'est un sujet qui est très important. Je crois que pour tous les acteurs et ce type d'événement, j'espère, va démystifier un peu l'approche, en tout cas l'image que les femmes, que tous on peut avoir sur les métiers du numérique. Les métiers du numérique ne sont pas simplement des métiers techniques. Oui, il y a dans tous les métiers des aspects techniques, mais aussi voilà, tout un ensemble d'aptitudes, de compétences qui sont nécessaires et qui peuvent intéresser tout type de personnes, hommes ou femmes. À l'IPI, typiquement, on a eu une très forte progression, très forte appétence, notamment pour tous les métiers liés au pilotage de projets, quels qu'ils soient techniques ou pas d'ailleurs, soit sur des postes en fonctionnel, qui font appel à un dialogue, ou en tout cas à piloter des projets tout en étant en contact avec les métiers et une direction des systèmes d'information, mais également d'autres métiers qui sont plus techniques en tant que technicien, infrastructure, système réseau, qui intéressent aussi aujourd'hui avec le développement des réseaux, même de la partie télécom. Ce sont aussi des métiers qui peuvent attirer les femmes. Et puis, on n'oubliera pas tous les métiers liés au développement,
voilà, des développeuses et des personnes qui s'orientent aussi vers tout ce qui est en tant que des postes de consultants. Et au-delà des métiers purement informatiques, les domaines de la cybersécurité également, et dans le domaine du numérique qui est encore plus large, on l'a vu tout à l'heure, en tout cas Jean-Christophe en a parlé, c'est tous les métiers liés en fait à tout, au système, enfin au métier des RH, RH côté numérique, donc par exemple on voit des chefs de projet SIRH qui sont là pour accompagner les projets de développement ou des processus qui sont dans les services RH, mais également dans le domaine du marketing, digital et autres. Donc oui, il y a une progression, mais pas suffisante encore. Donc je fais un appel et je pense en tant que je suis ravie que lors de ce séminaire, on soit vraiment une très bonne parité, voilà, représentée, nous en tant que femmes, et c'est très équilibré, sans l'avoir fait exprès. Et je vous dis oui à toutes les femmes qui nous entendent, il y a des opportunités et je pense qu'aussi bien Caroline Garnier que Philippe Dandebuche ici présents me rejoindront quand on dit, les entreprises, nos clients disent toujours, voilà, si vous avez des candidates femmes, on regardera tout particulièrement ces candidatures parce qu'on en a besoin pour équilibrer nos équipes, parce que la femme, sans faire d'a priori, voilà, apporte aussi voilà, une vision qui va venir compléter une équipe déjà existante. Elle est très, très importante. Voilà. Il n'y a pas de tabou, donc je fais un appel aux femmes encore sur tous les métiers de l'informatique et du numérique. Merci beaucoup Sylvie, je pense qu'on vous rejoint tous sur cet appel aux femmes. Enfin, je vais m'adresser aux directeurs et directrices d'école. Quelles solutions, quels conseils vous pouvez donner à nos diplômés ou futurs diplômés pour faire face à cette crise et la surmonter? Je vais laisser la parole à Sylvie d'abord. D'accord, merci Jean-Christophe. Alors bon, les conseils, je pense que vous en avez suffisamment entendu, donc c'est plutôt vous donner quelques pistes. Voilà, quand le marché est difficile, alors oui, vous avez plusieurs pistes en fonction de votre profil, de votre situation. Vous pouvez suivre une formation complémentaire, par exemple, tout à l'heure. Voilà, on a parlé du numérique qui touchait tous les métiers. Vous êtes aujourd'hui diplômé dans le domaine de la finance, dans le domaine du marketing, dans le domaine de la gestion, ou même dans le domaine de l'IT. Vous pouvez aller chercher une double compétence. Voilà, si le marché ne s'y prête pas, sachez que effectivement, par exemple, tout à l'heure j'ai cité le métier de chef de projet. Vous pouvez, qui nous permet d'accueillir d'ailleurs des candidats qui sont issus d'autres filières. Et à qui qui vont rechercher des compétences ou complémentaires dans le domaine des systèmes d'information, dans le domaine de l'IT, avec une culture qui leur permette de piloter des projets et accompagner les entreprises dans leur transformation. Ça peut être voilà, du domaine du big data, des cultures sur tout ce qui est business intelligence, et puis une bonne méthodologie aussi de gestion de projet, l'accompagnement au changement. Donc là aussi, ce sont des solutions qui permettent de rebondir. Continuez à vous auto-former, ça c'est très important. On parlait tout à l'heure de remise en cause. Voilà, on est dans des métiers voilà, qui bougent énormément. Donc, ne pas cesser de s'auto-former. Le web offre bon nombre d'opportunités. Préparer des certifications, voilà, c'est très demandé aussi par les entreprises, type Prince2, DevOps, Lean IT, voilà, on en prépare à l'IPI, mais également, peut-être, pourquoi pas, réapprendre à se vendre différemment. Tout à l'heure, on a eu des témoignages, effectivement, sur des témoignages où on se présente via une vidéo, avec des nouveaux outils. On n'est pas préparé à ça. Et vous ne l'êtes pas, la majorité d'entre vous. Donc, effectivement, peut-être s'entraîner à travailler sur des entretiens où on se présente, on met davantage en avant ses soft skills, ses talents, enfin ses atouts en fait, hein, ses propres atouts. Comment montrer qu'on est motivé, comment montrer qu'on est capable d'apprendre. Voilà, ça s'apprend et on s'entraîne à le faire. Activez vos réseaux. On a lancé à l'IPI la plateforme IPI Alumni. Donc surtout, on parlait de cooptation tout à l'heure, hein, Caroline Garnier l'évoquait, c'est très très important. Aujourd'hui, il est difficile de faire le tri et la sélection dans toutes les offres d'emploi. Donc privilégiez les réseaux proches, le réseau des anciens de votre école, de votre établissement, les équipes qui vous ont accompagné pendant vos parcours aussi, c'est très important. Ils vous connaissent bien, ils peuvent travailler à la cooptation.
mais également voilà, les gens que vous connaissez dans votre entourage. Et puis, pour rejoindre un peu la posture de Jacques-André, pour faire le lien avec tous, c'est de dire aussi, n'oubliez pas l'entrepreneuriat. Dans le secteur informatique, ce sont des choses qui fonctionnent. Donc, je ne trouve pas un emploi immédiatement, un CDI. Je peux rejoindre une start-up. Je peux rejoindre une start-up dans son projet pour l'aider, lui apporter de l'innovation, mes compétences. Je peux aussi, moi, m'installer en tant qu'indépendant et travailler pour des missions courtes ou longues pour des entreprises et mettre à disposition mon expertise. Donc voilà, puis il y en a bien d'autres, des conseils, mais je pense que voilà, Jean-Christophe saura compléter ces quelques petites pistes. Merci Sylvie. Alors, j'aurais pas grand-chose à dire puisque vraiment c'était un exposé extrêmement clair. Il est évident que les usages du numérique, comme tout le monde l'a expliqué aujourd'hui, explosent et que les secteurs classiques sont évidemment affectés et doivent s'y adapter. Ça a été très bien démontré. Donc c'est en fait une ouverture fantastique pour tous les jeunes apprenants d'aujourd'hui et ou les jeunes diplômés, puisqu'ils peuvent eux aussi s'adapter à cette transformation qui est en cours et fort d'une compétence métier qu'ils ont acquise lors d'une formation dans telle ou telle école, eh bien à eux, soit par une formation complémentaire au sein de l'IPI, soit par une formation complémentaire au sein de l'ESIN, d'acquérir cette compétence numérique qui leur permettra, dans un métier donné, pour un secteur ou pour plusieurs secteurs, de pouvoir être dans la vague qui est en train, qui déferle déjà depuis un bon moment sur le monde. Donc en fait, moi je trouve ça extrêmement superbe et heureux. Alors je dirais quand même que c'est une chance aussi qu'on a au sein du groupe IGS d'avoir ces deux écoles qui sont très complémentaires, indépendamment du fait qu'on s'entende très très bien, Sylvie et moi. Ces deux écoles sont très complémentaires puisqu'elles offrent des dispositifs qui permettent aux apprenants et aux jeunes diplômés de compléter leur formation afin d'être plus à même de répondre aux demandes du monde d'aujourd'hui. Et que voilà, au sein du groupe, eh bien, chacun peut trouver chaussures à son pied en venant, ou chaque entreprise d'ailleurs aussi peut trouver chaussures à son pied en venant former ses salariés dans une des deux écoles, comme évidemment des jeunes apprenants. Voilà. Pour finir, je dirais que le groupe IGS répond aux attentes des entreprises qui sont en pleine transformation numérique. Et c'est une belle chose. Merci beaucoup à tous les deux pour ces précieux conseils. Nous allons passer maintenant aux questions des internautes. Donc, on a une première question. Est-ce que les jeunes diplômés en RH doivent aussi se sensibiliser au numérique, notamment en étudiant des masters combinant RH et transformation digitale? Est-ce que cela peut avoir un avantage au niveau de leur profil candidat? Laisser la parole à la DRH ou au manager RH présent avec nous ce soir. Je crois que oui, effectivement, les doubles profils sont très appréciés. Donc en RH, effectivement, c'est vraiment un plus maintenant. Alors ça dépend dans quelle entreprise on évolue, mais quand même, ça sera de plus en plus un plus d'avoir des compétences en la matière, puisque de toute façon, on est amené à se familiariser, à se former sur les outils digitaux pour assurer le quotidien RH. Et c'est un formidable gain de temps à la fin pour nous. Oui, juste je compléterai, mais c'est oui, un grand oui, en fait. Cette agilité numérique qu'on peut apprendre dans ces écoles du groupe IGS, par exemple, ça permet en fait à un candidat qui viendrait travailler chez nous dans la banque d'être à l'aise avec les outils qu'il aura à présenter à nos clients et aussi l'inciter à faire ses opérations de chez lui, des opérations courantes en maîtrisant toutes les applications qu'on met à disposition de nos clients. Donc l'agilité numérique, c'est essentiel en fait. Donc l'apprendre en plus de l'ARH c'est vraiment un bon conseil. Tout à fait, je confirme. Merci beaucoup. On continue donc. Est-ce que l'ATS qui, je le rappelle pour nos auditeurs, est un outil de recrutement, ATS qui est là pour Applicant Tracking System, est-ce qu'il fonctionne par mots-clés? Est-ce que l'ATS ne créerait pas-il des inégalités dans le recrutement? Des inégalités de chance? Qui peut répondre à cette question?
Philippe peut-être? Oui. Ou Jacques-André? Alors pour nous, en fait, on a regardé tous les biais de l'ATS, en fait. Je dois dire en préambule que la transformation digitale ne se fait pas en plaquant un outil sur un process existant. En premier lieu, on va commencer à décliner notre process, à l'optimiser. Et après, on va regarder dans les domaines, dans les étapes du processus, de quoi on a besoin pour faire, en fait, pour avoir un outil de suivi complet de la candidature avec nos prérequis. Donc, je dirais, pour nous, en fait, dans la démarche qu'on a menée pour cette transformation digitale du recrutement au Crédit Agricole d'Île-de-France, en fait, on n'a pas eu ce biais parce qu'on a une démarche qui part d'abord du process. Voilà. Donc, pas de crainte sur ce sujet. Merci beaucoup. Ne doit-on pas avoir peur d'être déjà, à notre époque, recruté en partie par une machine? La machine ne fait pas tout, je crois. Heureusement, c'est une aide, je pense, à la décision. Donc, moi, je pense que justement, les RH ont encore beaucoup de rôle à jouer, notamment le côté humain. Donc, non, je n'ai pas de crainte, moi, de ce côté-là. Oui, c'est pareil, hein, de mon point de vue, pas de difficulté dès lors qu'à un moment donné, l'humain prend la main et puis fait la différence, en fait. Mais l'outil, lui, il va nous aider déjà à préqualifier sur une masse. Et effectivement, à un moment donné, on ne peut pas lire tous les CV de la Terre qui nous arrivent. Quand on est une grosse entreprise, si vous voulez, on reçoit des milliers de CV. Et donc, de toute manière, on a besoin d'outils. Et à un moment donné, quand on a repéré, on va dire, notre cible de candidats qui correspond à notre besoin par rapport à notre clientèle, là, l'humain prend la main et c'est l'humain qui décide, je vous rassure. Merci de me rassurer, Philippe. Encore une question. Est-ce que les vidéos de motivation sont faites pour tous les métiers? C'est Philippe, je crois, qui avait parlé de vidéos de motivation. Oui. Alors, je peux répondre, si je peux me permettre de répondre, en fait, effectivement. Alors, la réponse est non. Elle ne va pas s'appliquer à tout type de métier. Alors, dans notre contexte, on va dire, on recherche au Crédit Agricole des commerciaux. On recherche trois types de métiers. On va dire le conseiller commercial, le conseiller de patrimoine et les conseillers professionnels. Et au-delà de ça, on a une filière informatique qui recherche des profils informatiques et pour lesquels on n'a pas du tout le même type de recrutement. Donc, on va dire que quand on cherche des métiers bien ciblés, là, oui, on peut effectivement avoir on va dire une intelligence artificielle qui va nous aider à préqualifier les choses, à avancer, à suivre et qui facilitera le travail. Quand on recherche des métiers, par exemple, data analyst, là on n'est plus du tout dans ce process et on reste en fait, parce que le volume est faible, on reste dans un processus, on va dire, de recrutement classique avec l'analyse du CV préalable et après l'entretien. Voilà. Merci beaucoup. Nous avons une personne qui nous dit qu'un recruteur lui a fait la remarque que le milieu des RH est très conservateur. Quel est votre point de vue? Qu'en pensez-vous? Caroline, peut-être? Je pense que ça dépend des RH et ça dépend aussi de l'entreprise peut-être dans laquelle on évolue aussi. Voilà, il y a des entreprises qui sont globalement plus en transformation que d'autres, plus avancées notamment sur le secteur du numérique que d'autres, et donc aussi plus conservatrices ou moins conservatrices en fonction. Si je peux me permettre de compléter, en fait, on est en plein mois de la diversité, en fait. Vous savez, notre entreprise, Crédit Agricole, le groupe même, 170 000 salariés dans le monde, a une politique RH qui est axée sur la diversité. Elle est handi-accueillante, c'est-à-dire qu'on cherche des compétences. D'abord les compétences. Le handicap ne nous intéresse pas puisque c'est juste, on arrive à répondre à des besoins spécifiques quand une personne est en situation de handicap, dès lors qu'elle a les compétences qu'on recherche, elle est recrutée chez nous. Donc la diversité, ça fait partie aussi de notre ADN, c'est-à-dire que
côté RH, dans les entités du groupe et notamment en Île-de-France, en fait, on est très ouvert sur la diversité. Voilà. Je dois dire, par rapport à ce que disait Sylvie, et j'acquiesce totalement ce qu'elle a dit, le rôle des femmes est important aussi dans le monde du travail et de plus en plus important. Elles ont un regard complémentaire, différent de celui des hommes. Et chez nous, dans la banque, elles représentent 60% des salariés. Voilà. Comme quoi, tout dépend du secteur. Donc, j'ai encore une question. Alors, je lis. Étant en bachelor et à la recherche d'une alternance depuis plus de 6 mois, avec peu d'expérience, quels conseils donneriez-vous? Car aujourd'hui, les sociétés visent particulièrement les masters. En fait, la question, de manière plus concise, c'est en tant que bachelor, comment est-ce qu'on peut convaincre une entreprise? La question est un peu vague. Après, je suis pas sûre. Je pense qu'actuellement, malheureusement, avec la crise sanitaire, il y a moins d'offres, même sur des apprentissages, etc., qu'en temps normal. Alors, ça va vite revenir, je pense. Et en plus, il y a le dispositif du gouvernement qui va évidemment aider là-dessus. Je ne suis pas sûre que les entreprises regardent tant que ça, bachelor, master, à ce stade-là. Honnêtement, et après, une fois qu'on a le pied dans l'entreprise, effectivement, on regarde presque plus le diplôme, mais c'est le salarié ou l'apprenti qui fait la différence. Oui, je suis complètement d'accord avec ça. Encore une fois, on ne cherche pas forcément des masters, on ne cherche pas des grosses têtes forcément. On cherche des gens qui ont une adaptabilité, ce qui a été dit par tous les participants, et on en convient tous, une adaptabilité dans un contexte qui est très mouvant, un sens aigu du service client. C'est vrai dans beaucoup de secteurs, un esprit d'équipe, une autonomie à prendre des décisions, parce que sur le terrain, on peut mieux décider que quelqu'un qui serait dans son bureau très loin du client. Donc on cherche des vraies qualités. Alors le diplôme certes joue, mais on cherche des vraies qualités qui sont des soft skills et qui font la différence. La ténacité, je peux en citer d'autres, le multitasking, c'est-à-dire pouvoir rapidement passer d'une tâche à une autre et puis pouvoir répondre à un client et puis prendre le téléphone et répondre à un autre. Ce sont d'abord ces qualités-là, en fait, et qu'on recherche, c'est pas forcément le niveau de diplôme. Alors après, moi je vous le dis concrètement, dans le milieu bancaire, Crédit Agricole ou autre, on est plus sur du niveau minimum bac plus 3. Voilà. Donc voilà, on n'est pas axé sur du bac plus 5 pour tout type de métier. Dans la masse en fait de candidats que nous recrutons, et on en recrute beaucoup, en fait, on cherche plutôt du bac plus 3, du licence, bachelor, voilà. Merci beaucoup. En fait, c'est plus l'humain, le savoir-être, le savoir-faire que le diplôme qui va compter au moment du recrutement. Exactement, et c'est ce que vit après nos clients vis-à-vis d'un conseiller, en fait. C'est est-ce que mon conseiller était vraiment à l'écoute? Est-ce qu'il est là pour apporter des vraies solutions? Est-ce qu'il est tenace? Est-ce que si j'ai besoin de lui, il est présent? Est-ce que si j'ai un souci, par exemple, j'ai un accident de la vie qui fait que je suis en difficulté, notamment voilà, par rapport à mes comptes bancaires, est-ce qu'il sera là ou pas? Est-ce qu'il m'accompagnera ou pas? Et ça, c'est vraiment des qualités très humaines. Et ça, c'est pas un niveau de diplôme, en fait. Voilà. Merci beaucoup. Et enfin, dernière question, est-ce que vos entreprises, on peut aussi étendre aux écoles, étaient déjà prêtes au télétravail avant cette crise sanitaire? Et les écoles, donc est-ce qu'elles étaient prêtes à mettre en place déjà les cours à distance avant cette crise sanitaire? Alors, moi, je peux répondre pour SAP. Alors, étant donné qu'on est une entreprise quand même digitale, on est quand même outillé voilà, de tout le matériel nécessaire et on a l'habitude d'être sur Teams, sur Skype, sur tous ces éléments-là. Donc, on a pu switcher, je dirais, quasiment du jour au lendemain au télétravail. On a déjà du télétravail.
Et on réfléchit d'ailleurs à un projet de flex work total, donc travailler d'où on veut, quand on veut, comme on veut. Donc pour la France, on avait commencé le pilote en septembre, mais avec la crise sanitaire, et on est obligé de le repousser parce qu'on ne peut pas avoir trop de bilan. Mais par contre, donc oui, enfin, pour le télétravail, relativement facilement pour nous, que ce soit en interne pour les collaborateurs ou vis-à-vis de nos clients. On a switché aussi tout ce qui est formation à l'attention de nos clients en un week-end. En fait, donc c'est des choses qui se font très très facilement pour nous. Après, le tout télétravail, c'est pas l'idéal non plus. En tout cas, c'est le retour de nos collaborateurs. Merci. Je sais pas, Jean-Christophe, pour les écoles. Oui, je voulais pas compléter puisque mais dire des choses un peu à côté sur le fait que ça a été une vraie découverte pour les écoles et les écoles sont aussi un lieu de travail et les entreprises que la possibilité, la nécessité de devoir se réunir, de travailler à distance. Évidemment, il faut que les outils soient prêts. Dans le cas du groupe IGS, les choses avaient été pensées bien avant, comme si le groupe avait prévu il y a 10 ans que le coronavirus pouvait arriver. Donc tous les outils étaient en place et ça a été remarquablement fait. Ce qui est apparu après le premier confinement, c'est qu'une grande partie des salariés et même des entreprises ont découvert les avantages quand même du travail à distance. Bien sûr, il y a des inconvénients, la nécessité d'être proche, de se voir, de se toucher, d'être physiquement en présence de l'autre est importante, mais il y a peut-être des moments aussi où on peut gagner du temps à travailler à distance. Donc c'est un juste équilibre entre les avantages et les inconvénients du travail à distance que l'on peut et que l'on doit trouver. En tout cas, une chose est sûre, et vous l'avez dit en introduction, Nicole, il y a l'avant et l'après premier confinement et les choses ne seront plus jamais pareilles. Ça, c'est sûr. On est bien d'accord là-dessus. Je peux apporter un témoignage, si vous voulez, sur la banque. Nous, alors, en matière de télétravail, on avait lancé, on va dire, le télétravail seulement en 2017, de manière sur la pointe des pieds, c'est-à-dire c'était réservé à certains métiers du siège, c'était exclu pour les agences, et ça l'est d'ailleurs toujours. Et puis, la crise sanitaire a été un formidable accélérateur. Et au siège, voilà, beaucoup de personnes sont passées en télétravail à 100% pendant le confinement, évidemment, et puis après sont revenues progressivement et restent encore maintenant en télétravail. En agence, on a gardé la posture de rester toujours en présentiel pour nos clients, c'est la priorité. Nous avons choisi de le faire parce que nous n'avons pas de plateforme téléphonique dédiée qui pourrait répondre aux clients. Et donc, un grand nombre de collaborateurs vont en agence, s'y retrouvent, répondent beaucoup à des sollicitations téléphoniques à partir de boucles téléphoniques qui sont en agence ou de visites clients en agence. Donc, en fait, on a bien séparé les deux aspects. Les métiers de support qui, ces métiers ont le télétravail aujourd'hui à 100% et puis quasiment 100%. Et puis les métiers du réseau, les métiers d'agence où il y a du contact distanciel ou toujours à distance mais en présentiel avec nos clients. Donc voilà, mais ça a été un accélérateur puisqu'on est passé de 1 journée par semaine au siège à aujourd'hui 5 jours. Merci beaucoup. Eh bien, nous arrivons donc à la fin de ce webinaire et avant de clore le tout, je vais vous demander à chacun peut-être un petit mot de la fin. Commencer par Jacques-André, par exemple. Ah. Oui. Je crois qu'on a des problèmes de connexion avec Jacques-André. Voilà. Je ne sais pas si vous m'entendez, ça y est. Oui. Oui, alors un mot pour la fin. Ce que je retiens surtout, entre autres, une intervention de Philippe, qui était très bien dite, c'est qu'il faut éviter de voir le numérique comme une solution à tout et tomber dans le solutionnisme technologique et vraiment partir de ce qu'on veut littéralement faire pour ensuite penser aux outils et aux techniques. Et de là découle un certain nombre d'adaptations dont on a parlé du numérique, adapté entre autres au RH et au recrutement.
Voilà, ce sera mon mot de la fin. Merci. Sylvie? Oui, alors le petit mot de la fin, ça serait effectivement pour synthétiser. Je pense que voilà, il ne faut pas y avoir, je sais que ça fait beaucoup de changements, la crise, le numérique, les nouveaux métiers émergents, ça peut, voilà, on voit déjà certains candidats, voilà, qui ont ça déclenche certaines appréhensions. Il faut au contraire, je crois que les métiers qui existent aujourd'hui existent toujours. Donc, ce sur quoi vous avez été formé sert à quelque chose et peut vous donner, vous êtes quand même dans un secteur, voilà, ceux qui ont entrepris dans le secteur du domaine de l'IT ou du numérique ou proche, vous avez développé des compétences, il faut croire en vous. Je crois que c'est le plus important, c'est croire en ce qu'on est capable de faire pour, d'une part, convaincre l'autre, convaincre l'entreprise que vous pouvez être une valeur ajoutée, vous pouvez apporter quelque chose à cette entreprise. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important et le reste suivra naturellement parce que je suppose et je suis persuadée d'ailleurs que vous avez tous un talent quelque part. Merci beaucoup. Caroline? Un petit mot de la fin? Oui, moi je dirais soyez vous-même, osez. La beauté d'un parcours n'est pas forcément linéaire, donc n'hésitez pas effectivement à rejoindre une start-up, etc. Nous, on travaille beaucoup chez SAP avec les start-up, on en incube, on en accélère, on en rachète, etc. Donc, écoutez, je pense que vous avez tout pour réussir. Parfait. Philippe, un petit mot? Un petit mot, alors bon, je peux emprunter une maxime de La Rochefoucauld qui m'est assez chère. Et c'est en fait, rien n'est aussi contagieux que l'exemple. Et je recommande en fait aux étudiants, aux apprenants des écoles qui sont bien représentés ce soir, d'avoir un modèle, de chercher quelqu'un qui quelque part dont ils sont admiratifs. Alors ça peut être un modèle réel, quelqu'un qui qui occupe un poste qui pourrait les intéresser ou quelqu'un qui a marqué l'histoire et de se dire ben voilà, j'ai une marge de progrès et j'aimerais avoir des compétences humaines qui correspondent un peu à cette personne-là. Et ça peut être un guide intéressant pour travailler après ces fameuses soft skills, ces compétences dont les entreprises sont si friandes aujourd'hui. Merci beaucoup, Philippe. Et pour finir, Jean-Christophe. Merci, Nicole. Je dirais que la transformation numérique, c'est une opportunité étonnante, inouïe pour les jeunes apprenants, les jeunes diplômés d'aujourd'hui, forts d'une compétence métier qu'ils ont et bien sûr de leurs compétences humaines, car sans compétences humaines, on ne va pas très loin quand même. Donc, fort des compétences métiers et de leurs compétences humaines, s'ils acquièrent une compétence complémentaire dans le numérique, alors toutes les portes leur sont royalement ouvertes. Et je reviens sur ce que nous avons dit tout à l'heure. Voilà, au sein du groupe IGS, nous avons 2 écoles qui permettent de faire cela, et c'est quand même tout à fait formidable. Voilà ce que j'avais à dire. Donc c'est une période extrêmement heureuse. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Merci à vous tous d'avoir répondu présent et d'avoir répondu à nos questions. Et merci à vous, chers internautes, d'avoir suivi ce webinaire. Prenez tous bien soin de vous. Et je crois que Jean-Christophe a quelque chose à ajouter. Oui, je ne savais pas à quel moment le dire, mais donc l'ESIN, à l'École supérieure de l'intelligence numérique, nous allons organiser régulièrement des webinaires le 4e mercredi du mois à partir du mois de janvier. Ce sera la première chose, et ce sera le 27 janvier, le mardi 27 janvier, et le thème en sera l'intelligence numérique. Je vous donne juste le thème suivant pour le 24 février, qui sera l'Europe face aux GAFAM, dont j'ai un petit peu parlé tout à l'heure. Voilà, et tout un tas d'autres sujets, car il faut rester alerte sur ce qui se passe dans le monde. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Donc, prenez tous bien soin de vous et on se retrouve bientôt. Au revoir. Merci Nicole, merci tout le monde. Au revoir. Au revoir. À bientôt, au revoir.